Ceci est un livre audio autogénéré par Google. À Sabine, laissons partir qui nous aimons. À la terre, pour mes enfants et ma famille. Pour toi qui liras ce livre. Remerciements. Je tiens à remercier pour leur contribution à ce livre, Nathalie Cardon, Isabelle Giraldo et Régis de Furneaux ainsi que Frédéric Chaumet, Roland Moreau et Cédric Chevalier pour leur compagnonnage sans faille. Je remercie aussi Cordélia Orfinger, Gaëtan Dartevel, Emmanuel Dietren et Caroline Bini pour 1000 raisons ainsi que les équipes du groupe One et Corres avec qui nous avons tant innové depuis 1998 déjà. Je remercie Zara Hublet, Christine Jean, Julie Decaux, Emmanuel Mosset et Pierre Van Denede pour leur relecture, ainsi que Boris Libois, Julie Hermès et mon éditrice Sidonie Messin pour leur regard et leur soutien. Je remercie mes guides spirituels. Enfin, je remercie toutes les personnes avec qui j'ai conversé, échangé, débattu autour de la durabilité et de la transition intérieure, ainsi que ceux et celles plus anonymes que j'ai lus et écoutés et qui m'ont inspiré pendant toutes ces années. Ce livre leur appartient, j'ai tenu la plume, mais tout est transmission, reliée à la source. Préface. Adélaïde Charlier, militante pour le climat, coordinatrice du mouvement Youth for Climate, Belgique. L'économie a-t-elle une âme? Voilà un titre assez étrange. Je me suis demandé s'il fallait y voir une évidence, ou s'il fallait fuir en courant. J'ai ouvert le livre avec curiosité pour comprendre une question que je n'avais pas imaginée sous cette forme. Dans les bibliothèques académiques, on ne trouve pas souvent ce genre de formulation qui donne l'impression que deux rayonnages, économie et spiritualité, se seraient télescopés. Les études occidentales ont l'habitude de cloisonner les disciplines, au point d'avoir une vision du monde en morceaux, où on ne sait plus très bien si ou comment on doit les relier. Cet essai propose des points de reliure, il assemble des fils entre des disciplines qu'on n'a pas coutume de voir s'entremêler. L'environnement, l'économie, la neuropsychologie, la spiritualité. Marc Lemaire utilise l'image des couches pour ce qu'il estime être des niveaux différents du même phénomène, du changement climatique, couche physique, à nos comportements, couche psychologique, jusqu'à notre cheminement personnel, couche spirituelle. Ces niveaux sont tous interreliés. C'est son propre parcours à travers ces couches, que l'on découvre qui lui inspire un chemin de transition économique de reliance. Le texte est facile d'accès, il ne comporte pas de prosélytisme, mais une réflexion personnelle. Marc Lemaire repense le rapport entre humain et au vivant. Pour lui, si tout vivant était ressenti animé, doté d'une âme, en toute logique, on en ferait un autre traitement. Si je pense aux autochtones d'Amazonie que j'ai pu rencontrer, ce que j'en ai compris, c'est pour sûr que l'animisme crée un autre rapport au monde. On réfléchit à 2 fois avant de couper un arbre que je pourrais être un jour, ou de chasser les oiseaux qui sont peut-être mes ancêtres. En plus d'assembler des logiques différentes, le texte est composé de styles variés. L'auteur passe de la lettre personnelle aux observations chiffrées rationnelles, puis à la nouvelle fictive pour suggérer une réflexion et terminer par des suggestions concrètes. Marc Lemaire se présente, en toute simplicité, par une lettre écrite à ses arrière-petits-enfants qu'il imagine à un siècle d'ici. C'est une sorte de journal de vie où il explique son parcours personnel et professionnel, et comment, l'un et l'autre, l'ont amené à devenir animiste. Écrire aux générations à venir, c'est un contrepoint que j'ai trouvé particulièrement touchant. Se projeter dans le futur n'est pas facile, c'est pourtant ce que les jeunes des mouvements climatiques réclament aux décideurs. Faire l'exercice de s'imaginer parler aux générations qui nous succéderont, c'est s'arrêter pour se demander ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. La perspective systémique de cet essai est éclairante. La dégradation de la planète, de ses ressources, de sa biodiversité entre en jeu dans l'économie. Qu'on le veuille ou non, si les sols s'appauvrissent, on récoltera moins, si les océans se vident de poissons, la pêche diminuera, si les nappes phréatiques s'épuisent, on pourra manquer d'eau. C'est un principe de réalité que certains ne veulent toujours pas accepter. Une réalité pourtant annoncée, dénoncée, répétée. Nous sommes de la nature, pas à côté de la nature. Détruire la nature, c'est par conséquent nous détruire nous-mêmes, dit-il. D'où son idée de réinventer un néo-animisme 2.0 de notre siècle, où la nature retrouvera sa sacralité, ce qui nous reliera aux animaux, aux végétales, aux humains.
Sans propagande, c'est à partir de son expérience de vie qu'il nous livre sa réflexion. On y trouve de quoi nourrir le débat sur la logique économique ambiante et sur une des possibilités d'en sortir, comme l'économie régénérative du vivant, où producteurs et consommateurs sont conscients de leur impact. Pour Marc Lemaire, une manière de construire la transition est de se reconnecter à soi-même, à ses élans profonds, à notre part universelle. Il prône la reliance dans le travail des organisations, où la technicité ne tord pas le cou à l'humanité. Il s'agit de favoriser la qualité des échanges au sein des entreprises. Dans cette perspective, la durabilité et la conscience sont les deux faces de la même pièce, l'une externe, l'autre interne. Au moment où je signe cette préface, je suis à la COP26 avec de nombreux jeunes et citoyens qui rappellent aux décideurs politiques et économiques d'acter leurs promesses tenues à Paris en 2015. Dans les grands halls et salles impersonnelles, ce qui relie les jeunes venus de plusieurs continents, c'est l'espoir et la détermination de construire un monde plus respectueux de la Terre, notre bien collectif. Les jeunes que je rencontre ici sont portés pas seulement par l'inquiétude, mais surtout par un désir de vie, un désir d'être solidaires avec les humains, la faune, la flore, avec ce qu'ils sentent comme quelque chose qui les dépasse. Par le hasard du calendrier, je termine ces quelques mots le jour des âmes, un clin d'œil à cet essai. Imaginons que les humains aient une âme, ou que tous les vivants aient une âme. La COP26 serait alors le pari que le plus possible de décideurs aient le désir de prendre soin de leurs âmes, se plongeant dans leur intériorité pour agir eux aussi, au nom de ce qui les dépasse. Adélaïde Charlier. Glasgow, le 2 novembre 2021. Seconde préface. Sabine Denis, professeure invitée à la Louvain School of Management de l'UC Louvain. L'économie a-t-elle une âme ? Quelle drôle de question. Les deux concepts semblent diamétralement opposés, et pourtant Marc Lemaire tente de les concilier dans son récent ouvrage. Pour Marc, l'âme est un élément clé dans une économie soucieuse du respect des limites planétaires et humaines. C'est dans l'animisme qu'il trouve son inspiration. L'animisme, c'est la croyance d'une âme en toute chose, un monde des esprits. Si l'animisme est à la base de toutes les religions indigènes, il a été longtemps aussi méprisé que le fétichisme et la sorcellerie dans nos pays occidentaux. Ce n'est que récemment que l'animisme se voit revalorisé comme source d'inspiration, d'un mode de vie en harmonie avec la nature. L'animiste considère que notre monde est enchanté, que tout y est vivant et qu'à ce titre, tout mérite bienveillance. C'est avec ces lunettes que Marc nous invite à découvrir une économie du vivant, féminine et animiste. Permettez-moi de m'arrêter quelque peu sur ces trois notions. Une économie du vivant. Le participe présent du verbe vivre, vivent, bing, renvoie à une présence active et affective à l'environnement, non pas en tant que maître du monde, mais comme membre de la communauté terrestre de tout ce qui nous entoure, humain et non humain. Marc Lemaire nous explique comment appliquer la vision du vivant à l'économie. Toute entreprise est débitrice de la Terre pour l'usage de ses écosystèmes et ressources. Partant des multiples méthodes de calcul d'impact, bilan carbone, analyse de cycle de vie, empreinte écologique, il propose de monétiser la dette ou la location de l'entreprise envers la Terre. L'idée est accessible aux chefs d'entreprise. Si la Terre est un fournisseur, elle mérite rémunération pour l'usage de ses écosystèmes. C'est certes un début, mais est-ce suffisant ? Compenser le dommage causé par son empreinte, c'est comme indemniser les dommages corporels suite à un accident de la route. L'indemnité est calculée sur base d'une échelle qui en détermine la gravité. C'est un geste palliatif, mais le mal est fait. Cette logique économique ne va pas au cœur de problème, puisqu'elle part de l'idée que le vivant peut être acheté et réparé par des certificats verts. Une réelle économie du vivant ne peut se développer qu'au-delà de la logique monétaire, au cœur de la relation entre l'homme et la terre. Ce n'est qu'en reconnaissant le vivant dans tout ce qui nous entoure, avec la tête et le cœur, que nous parviendrons à vivre en harmonie sur et avec la terre. Ou comme le disait Baba Dioum, en fin de compte, nous ne conserverons que ce que nous aimons. Une économie féminine. Il est clair que l'économie néolibérale est principalement bâtie sur une énergie masculine de compétition et de croissance. Une énergie de chasseur versus celle des cueilleuses. Les chasseurs ont permis à la communauté humaine de grandir et de s'enrichir,
les cueilleuses de se soigner et de s'épanouir. L'énergie masculine se traduit en valeurs éthiques du devoir, de la responsabilité ou de l'utilité, toutes basées sur les dimensions rationnelles du logo. L'énergie féminine préfère l'éthique relationnelle du soin, du care en anglais. Carol Gilligan, 1982, considérée la mère de l'éthique du soin, nous explique que c'est précisément la dimension relationnelle qui différencie les décisions morales des hommes et des femmes. Aucune n'est supérieure à l'autre, mais elles ont un fondement différent. L'éthique des hommes est basée sur la justice, tandis que les jugements moraux des femmes sont basés sur la bienveillance et le soin. La philosophe américaine Joanne Tronto, qui a récemment reçu un doctorat honoris causa à l'UCL, 2021, définit le care comme « activité caractéristique de l'espèce humaine », qui recouvre tout ce que nous faisons dans le but de maintenir, de perpétuer et de réparer notre monde, afin que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nos personnes et notre environnement, tout ce que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Si l'on pouvait appliquer un peu plus d'éthique du care à l'économie, les décisions stratégiques seraient prises non seulement en fonction de la rentabilité, mais en fonction de la manière dont elles affectent l'environnement, humain et terrestre, dans lequel nous opérons. On peut retrouver une ébauche de cette éthique du care dans la définition de la Commission européenne de la responsabilité sociétale des entreprises, 2011, comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. On parle encore de responsabilité et non de bienveillance, mais on s'approche de l'éthique du soin. On en vient alors à une économie non seulement responsable, mais régénératrice, qui ne se limite pas à compenser les dégâts causés mais qui contribue aussi à la restauration des écosystèmes perdus. Pour qu'une éthique du care soit vraiment efficace, les droits de la nature devraient être reconnus au même titre que les droits de l'homme et intégrés dans la Constitution comme en Équateur, 2008, ou la référence à la Pachamama dans la Constitution de la Bolivie, 2009. Pachamama signifie terre-mère, la déesse terre dans la religion des Amérindiens d'Amérique du Sud. On en revient à l'animisme. Une économie animiste. J'adore le choc des deux notions. Pour l'animiste, tout dans l'univers est relié. Tout dépend de tout. Ça s'appelle Ubuntu en Afrique du Sud, popularisé par l'archevêque Desmond Tutu après l'abolition de l'apartheid. Je suis, donc tu es. Une personne n'est une personne que grâce à tout ce qui l'entoure. Il n'y a pas d'individu sans collectif. Cette vision du monde est au cœur d'une économie qui se veut animiste. Une amorce de cette conception économique peut être retrouvée dans le mouvement des Benefit Corporations, B Corp. Ce sont des entreprises dont la mission est de créer de la valeur pour tous, et pas uniquement pour les actionnaires. Les B Corp reconnaissent formellement vouloir ne pas nuire, mais générer des bénéfices pour l'ensemble de la société. Elles sont appelées entreprises à mission en France, du fait qu'elles définissent statutairement leur raison d'être, purpose en anglais, soit leur âme. Cette mission, cette âme, constitue la boussole pour guider les décisions stratégiques. En plus, les B Corp s'engagent à signer une déclaration publique d'interdépendance qui prend acte du fait que nous dépendons tous les uns des autres et que cela nous donne une responsabilité envers chacun d'entre nous, comme envers les générations futures. Cette déclaration va au cœur de l'animisme. Ce ne sont que quelques notions retirées du livre de Marc Lemaire que j'ai voulu mettre en exergue. Il y en a beaucoup d'autres. Le livre part de l'histoire personnelle de Marc, de son parcours tant privé que professionnel. Tel les chamans, il partage ses soucis, ses espoirs, ses émotions et sa vision. Entrepreneur dans l'âme, Marc cherche toujours à aller plus loin. Il n'hésite pas à se remettre en question, à se réinventer et à partager sa sagesse avec les autres. Ce livre est un précieux cadeau qui nous invite à redécouvrir un monde enchanté, le monde du vivant. Merci Marc de continuer à nourrir nos esprits, nos idées et notre âme. Sabine Denis. 19 novembre 2021. Introduction. Aujourd'hui, une multitude de signes indiquent que nous sommes en train de traverser une période de transition. On pourrait dire qu'un certain ordre des choses touche à sa fin et qu'un ordre nouveau cherche à naître. C'est comme si quelque chose s'écroulait, se décomposait et s'exhalait, et que quelque chose d'autre encore indistinct surgissait des ruines. Václav Havel, du besoin de transcendance dans un monde postmoderne.
Cet essai consiste en une réflexion sur la transition intérieure et écologique. Partant des changements climatiques, de la récente crise sanitaire et des enjeux économiques, je témoigne par ce livre de ma démarche personnelle qui a été de chercher pendant plusieurs années les racines du problème. Être radical, c'est prendre les choses à la racine, comme le chantait Calhoun. Les voies de traverse que j'ai empruntées m'ont conduit à des découvertes inattendues dans le champ de la spiritualité et de l'humain. Cet essai se veut transdisciplinaire, car la complexité de notre monde exige une approche systémique. Il est écrit à titre personnel et n'engage pas les différentes structures et les collectifs que j'ai co-initiés. Mode avion pour démarrer ce livre, je me déconnecte pour revenir à moi, du mieux possible. Avec, bien sûr, une oreille attentive au bruit des enfants en bas. On n'est jamais totalement isolé du reste du monde. Mais d'abord, je me présente au travers d'une lettre que j'avais écrite à mes arrière-petits-enfants en août 2018, juste après la canicule qui avait secoué les consciences en Europe. Août 2018. Je t'écris de Matagne, petit village de Wallonie. Je ne sais si cette maison que j'ai achetée et rénovée depuis 2005 pour la famille existe encore, mais j'imagine que oui. Elle a déjà plus ou moins 250 ans et est faite pour durer. Je ne sais pas si vous y habitez, si elle est restée dans la famille. J'espère que oui, car je la destinais à être le lieu de regroupement familial. Elle a été ma tanière, l'endroit où j'ai été le plus relié à la nature, avec les Pyrénées. Là où j'ai enfin à 50 ans eu mon premier potager. Cela me fait bizarre de t'écrire, à toi qui me lis, arrière-petit-fils ou petite-fille. Je le fais, car j'ai eu envie que tu connaisses un de tes ancêtres. J'aurais aimé lire une lettre d'un de mes aïeuls. Je me suis dit que peut-être, toi aussi. Je l'écris aussi parce que chaque génération, parmi les quelques 40 000 que l'homme a connus, vit des moments à part et qu'il me semble important que tu comprennes quelle est la mission de ta génération dans la grande odyssée humaine. Pour cela, je vais d'abord te parler de ma vie et de ma mission. Qui suis-je ? On se pose tous et tout un jour cette question. Mon chemin de vie a toujours été plus ou moins clair pour moi. Je dis plus ou moins, car au moment où j'écris ces lignes, je suis habité par un vrai questionnement dont je vais te faire part. En effet, les actes que je vais peut-être porter sur le temps qui me reste à vivre auront ou pas un effet sur ta propre vie. Tout d'abord, je dois être attentif à une sorte de catastrophisme ambiant auquel je suis peut-être enclin, comme bon nombre d'entre nous. Je suis lucide de ce côté. Néanmoins, je t'écris en 2018 et nous vivons une période très particulière. Elle est au centre de mon questionnement, tant au niveau privé que professionnel. Tes professeurs et tes livres d'histoire t'auront parlé, je l'espère, du changement climatique, de la 6e extinction de la biodiversité et de l'ultralibéralisme dans lequel nous vivions depuis plusieurs décennies. Moi qui t'écris, j'ai combattu avec tant d'autres compagnons de route cette politique économique en essayant de créer un monde plus écologique, où l'homme et la nature sont moins dissociés. J'ai d'abord créé plusieurs associations et entreprises sociétales en Belgique en matière d'économie verte, le groupe One, Ecores, le village partenaire, etc. Mais ce n'était pas suffisant, car le monde associatif était pauvre à l'époque. Je suis donc devenu un moment président de notre fédération d'associations environnementales, Interenvironnement Wallonie. Mon but était de renforcer le rôle fondamental que la société civile jouait dans le devenir de nos sociétés occidentales. Comme cela restait insuffisant, j'ai travaillé dans 3 cabinets ministériels pour essayer de créer les germes d'une nouvelle économie avec des circuits courts, de l'économie circulaire, des produits bio, de l'écologie industrielle, etc. Et puis je me suis perdu, en ce sens que je me suis oublié moi-même. À cette époque je ne pensais qu'au combat, très peu à moi. Et un soir, j'ai pété les plombs. C'était en 2010, Stan, mon premier fils, ton grand-père ou grand-oncle, avait 5 ans et Charlie, mon second, avait 1 an. Je ne vais pas rentrer dans les détails, peu importe, mais j'étais au bord de ce qu'on appelait le burn-out. Et c'est souvent quand on est dans le fond du trou, qu'on trouve le chemin de sa propre vérité. J'ai alors participé à ma première cérémonie chamanique, et en une nuit, je suis devenu croyant et j'ai en partie été guéri. Mon cheminement spirituel date de là. Avec quelques vieux briscards de l'écologie, qui avaient comme moi en parallèle une vie spirituelle,
On a alors créé Équilibre, qui promouvait la transformation intérieure comme préalable à la transition écologique. Je méditais beaucoup, à l'époque j'ai appris à lâcher prise, à donner sa juste place à mon ego, à calmer certaines peurs. Bref, je me suis apaisée. J'ai connu plusieurs années merveilleuses, mélange de potager, Matagne, Pyrénées, éducation de Stan et Charlie avec ton arrière-grand-mère Sabine. Nous étions heureux. En filigrane, je savais par mon boulot que le changement climatique était un phénomène très instable, quand on regarde cela à l'échelle de 4,5 milliards d'années de la Terre. Je n'étais pas climatologue, mais il y en avait dans notre équipe. J'en avais aussi rencontré au début des années 2000, et ce qu'il me disait me faisait littéralement froid dans le dos. Il me parlait d'équations non linéaires, de carottage dans l'Antarctique qui prouvait que les modifications climatiques dans l'histoire de la Terre n'avaient parfois duré que quelques dizaines d'années, que le taux de rejet de CO2 ne montrait ses effets que 50 à 100 ans plus tard, puisque celui-ci restait dans l'atmosphère et s'accumulait, que ce même taux de CO2 était au même niveau qu'il y a 1 million d'années, qu'à partir d'une augmentation de 2 degrés Celsius, le précaire équilibre planétaire serait rompu, etc. Et puis, à partir des années 2010, tout cela est devenu visible, tangible. On a connu plus d'ouragans, surtout dans les Caraïbes, et de terribles inondations, mais le phénomène ne touchait pas l'Europe jusqu'à ce que dans les années 2015, 2016, 2017 et surtout le fameux été 2018, les températures affolent. 47 degrés Celsius en Espagne, 38 degrés Celsius en Belgique, feux de forêt en Suède, etc. J'en parlais beaucoup à Sabine, qui me disait qu'il fallait vivre dans le moment présent, lâcher prise, que l'histoire n'était pas finie, que si la Terre se réchauffait, l'homme s'adapterait et peut-être, un jour, vivrions-nous dans des maisons troglodytes pour profiter de l'inertie thermique de la Terre, ou que nous vivrions plutôt la nuit quand il ferait plus frais, etc. Je lui répondais que, durant cette année 2018, nous vivions juste la bande-annonce d'une augmentation des températures qui dépasserait allègrement les 50 degrés Celsius, alors que l'homme de la rue, lui, continuait à se dire inconsciemment que les températures en Europe ne franchiraient jamais ce seuil fatidique et que la Belgique ressemblerait au sud de la France tout au plus. Je me disais surtout qu'il s'agissait d'une affaire de probabilité. Nous vivions dans des sociétés où les changements étaient dictés par le monde économique. Les politiques ne faisaient que les suivre et les adapter à la marge. Les entreprises produisaient certes des efforts, mais la vitesse des problèmes dépassait largement la vitesse des solutions. Il y avait donc peu de chances que les politiques et les industries prennent à temps la mesure du problème. Soit ils savaient, mais vivaient dans une sorte de déni, soit ils oubliaient, car bêtement rattrapés par le quotidien. Et comme le CO2 s'accumulait et restait de 50 à 100 ans dans l'atmosphère, il fallait prendre les décisions au moment même, pas dans 5 ou 10 ans. C'était maintenant ou jamais. Nous, les associations, nous connaissions l'ampleur du problème, et on avançait dans la mise en œuvre de solutions concrètes depuis 30 ans, vélo, éoliennes, produits bio, végétarisme, etc. On faisait clairement notre part, mais c'était négligeable par rapport à l'enjeu. On pouvait être le plus décroissant possible, avoir une empreinte écologique proche de zéro, si les deux plus gros émetteurs comme la Chine et les USA ne changeaient pas, si les 90% de la population mondiale continuait à rêver de vivre à l'occidental, autant pisser dans un violon. Il n'y aurait pas de microclimat tempéré pour les décroissants, on allait tous griller sous le même soleil. Alors tout doucement, un truc s'est réveillé en moi instinctivement. Une furieuse envie de mordre à pleines dents. La politique non visionnaire, l'économie inconsciente, la surconsommation écervelée, cet ultralibéralisme dont nous étions tous victimes, l'américanisation du monde? Basta. J'avais vécu pendant 28 ans dans les gentilles associations Bisounours, à mendier les subsides pour survivre, à être pris de haut par le monde économique, à supporter le gavage de cerveau des médias complices, et néanmoins, à indiquer la bonne direction tout en continuant à se faire entuber par les uns et les autres. Et mes gosses et les gosses de mes gosses allaient en plus subir au minimum pendant 50 ou 100 ans leurs conneries, leur immoralité et leur cupidité. Fait chier. Basta, ça suffit. On allait tout péter, casser et refaire mai 68, mais cette fois, on irait jusqu'au bout. Voilà ce que je me disais durant l'été 2018. L'heure n'était plus à accuser, mais à changer radicalement de méthode.
Alors, en plus d'avoir envie de mordre froidement, je me suis dit qu'il fallait que nous fixions de nouvelles règles du jeu, et pour cela, une seule voie m'apparaissait: prendre le pouvoir. Lançons-nous dans le grand bain de la révolution. Appel à la mobilisation générale. Nous sommes prêts pour nos gamins et les gamins de nos gamins. Révolution, prise de pouvoir, renversement de régime et de civilisation à l'échelle du monde. Rien que cela. Pour qui je me prenais? Je n'avais pas l'étoffe d'un Gandhi, d'un Martin Luther King, d'un Mandela. Je n'étais qu'un pauvre bobo bruxellois, BW. Mais bon, peut-être que tous ensemble, tous les tisserands comme les appelait Abdenour Bidar, on pouvait y arriver? Une amie me disait: c'est foutu à l'échelle de la Terre, il est normal que notre espèce Homo sapiens s'éteigne. Toutes les espèces s'éteignent un jour ou l'autre. Elle me raconta cette petite blague d'écologiste. C'est l'histoire d'une planète qui rencontre la Terre. Comment vas-tu, la Terre? Demande la planète. Oh, pas terrible, dit la Terre. J'ai de plus en plus chaud, on m'extrait chaque jour beaucoup de mes ressources, je perds mes arbres. Ah oui, dit l'autre planète. Ce n'est rien, j'ai connu cela. Ce sont les humains, ça va passer. À l'échelle de la Terre, ce que nous vivons aujourd'hui est insignifiant. La Terre s'en remettra, pas l'humanité. Lâcher prise de nouveau. Mais je répondais à cet ami que, si on était au bord du gouffre dans le meilleur des cas ou pire qu'on était déjà en train de tomber dans le précipice, j'avais envie de croire que comme dans les films, il y avait une branche qui dépassait de la falaise, qu'on pouvait la saisir pour remonter la pente. C'est égotique, me disait-elle. Tu veux cela uniquement pour tes enfants. Bien sûr c'était égotique, mais c'était à mes yeux du bon égo. Si c'était pour mes enfants, je n'y voyais aucun mal. Homo sapiens a peut-être fait son temps, et la Terre a en elle l'intelligence pour le chasser définitivement. Je me posais la question de mon propre attachement à mon espèce. Au fond de moi, je me sentais misanthrope quand je pensais à notre côté assassin et dévastateur. Partout où nous sommes passés, de tout temps, Homo sapiens a détruit les écosystèmes et réduit la nature à l'esclavage. Si je faisais ce constat-là et que j'aimais plus le vivant qu'Homo sapiens, peut-être devais-je me réjouir de notre future extinction. En même temps, j'aimais mes deux fils. Je pensais aux futurs enfants de Stan et Charlie et plus loin à toi, arrière-petit-fils ou petite-fille, petit petiot que je ne connaîtrai jamais, mais dont je partage le sang et j'imagine des valeurs séculaires. Tu seras directement affecté par ma propre consommation de carbone, mon mode de vie. Je ne peux me dérober à cette vérité scientifique et à ma responsabilité envers toi. C'est donc mon amour pour ma propre lignée qui me pousse à agir, plus que l'avenir d'Homo sapiens, je l'avoue. Je rajouterai aussi que l'attachement et l'affection que je ressens pour les enfants de mes amis me poussent à agir. Et peut-être aussi un espoir, qualité bien humaine, que les générations futures seront plus sages, moins violentes que la nôtre et les précédentes. Par quelle boule apprendre cette révolution qui se dessinait donc en moi? Fallait-il une prise de pouvoir dans une vingtaine de pays au même moment? Saisir les multinationales les plus polluantes? Anéantir les GAFA? Démarrer par les villes, où se concentre la majorité de la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.